sur une évolution positive des normes ne réglant pas toutes les difficultés, les progrès, en donnant la parole à Élise Texier, sous-directrice droit social des transports terrestres à la Direction générale des infrastructures des transports et de la mer, et à Sylvie André, sous-directrice transport routier à la Direction générale des infrastructures des transports et de la mer. Voilà, c'est à vous. Bonjour à tous. Ah mince, il y a un écho. Il faut que tu coupes ton micro, je pense. Est-ce que vous m'entendez correctement? Non, il y a un écho. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon. C'est mieux? C'est bon. Alors, du coup, bonjour à tous. Donc effectivement, on va vous présenter avec Sylvie André à deux voix les progrès apportés par l'adoption de ce paquet mobilité. D'abord, on va vous redonner quelques éléments de contexte rapides et puis les objectifs que la France poursuivait dans le cadre de ces négociations communautaires qui ont été assez longues et assez difficiles. Et puis ensuite, on va vous présenter les principales avancées ou ce qu'on a réussi à sécuriser dans le cadre des différents textes de ce paquet mobilité. Sachant qu'évidemment, bon, ça a déjà été dit et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, les textes tels qu'ils ont été adoptés ne règlent pas toutes les questions qui sont soulevées et que l'enjeu aujourd'hui, c'est évidemment celui de la mise en œuvre opérationnelle et de la façon dont on va pouvoir contrôler effectivement ces dispositions qu'on a réussi à sécuriser et à préserver dans les textes. Donc rapidement sur le contexte et les objectifs. Le paquet mobilité a été adopté après de longs mois de discussion sur la base d'une orientation générale du Conseil qui avait été adoptée en décembre 2018 et puis le texte à l'issue des échanges entre Commission, Conseil et Parlement a définitivement été adopté en juillet 2020. Les discussions ont été longues parce qu'en fait, il y avait un clivage très fort dans les discussions entre ce qu'on a appelé les deux blocs en fait. D'un côté, l'Alliance du routier, constituée par la France, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Italie, en gros les pays de l'Ouest. Et puis de l'autre côté, ce qu'on appelle le groupe de Visegrad, donc était constitué de la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, et que donc ces deux blocs se sont plus ou moins affrontés pendant de longues discussions pour réussir à aboutir à un compromis qui est celui du paquet mobilité. Derrière ce clivage assez fort, il y avait des conceptions un peu différentes de l'objectif recherché par les négociations en cours. Avec du côté de l'Alliance la volonté de préserver des conditions de concurrence équitables entre les différents États membres et de préserver les droits des conducteurs, avec la conviction forte que les conducteurs routiers ne devaient pas être traités différemment des autres salariés en dépit de la spécificité de leur activité hautement mobile. Et puis du côté du groupe de Visegrad, une vision plus axée sur la liberté, la libre concurrence, la liberté d'entreprendre, la liberté de circulation. Et donc, c'est pour ça que les discussions ont été longues et elles ont duré vraiment jusqu'à l'adoption définitive du paquet, dans lequel finalement on a abouti à un compromis sur les différents textes qui le composent avec deux logiques. Une logique à la fois économique, donc avec une harmonisation des conditions de concurrence entre les entreprises au sein de l'Union et une volonté forte de lutter contre la fraude ou le dumping social, mais aussi une logique sociale en préservant, voire améliorant sur certains points les conditions de travail des conducteurs, tout en préservant évidemment la sécurité routière qui est aussi un enjeu assez fort sur les sujets de transport routier. Donc voilà pour les éléments de contexte. Donc les différents textes du paquet mobilité sur lesquels on va revenir rapidement. Donc le premier texte, c'est ce qu'on appelle la réglementation sociale européenne. Donc c'est un règlement qui date de 2006 sur les temps de conduite et de repos des conducteurs, qui a été amendé sur un certain nombre de points. Et puis un règlement sur les tachygraphes, qui ont été évoqués tout à l'heure à la boîte noire du transport, sur lequel reviendra Sylvie André.
On a ensuite une nouvelle directive sur le détachement qu'on vous présentera rapidement. Et puis, ça c'est plutôt sur le volet social et puis sur le volet économique du paquet. Des dispositions sur l'accès à la profession et sur l'accès au marché qu'on vous présentera aussi dans un second temps. Alors, sur les apports des différents textes. Pour commencer, sur la réglementation sociale européenne, donc c'est un règlement, je l'ai dit, qui encadre le temps de conduite et le temps de repos des conducteurs et qui est d'application directe dans l'ensemble des États membres de l'Union. Donc, il y a eu des avancées dans ce texte, même s'il y a eu aussi comment dire, on peut aussi constater que s'il n'y a pas eu d'avancée, on a aussi réussi à sécuriser un certain nombre de dispositions, notamment sur les durées de conduite, par exemple, ou les cycles de travail sur lesquels il y avait des demandes de modification et qui n'ont pas bougé. Mais ce qu'on peut noter dans les avancées en tant que telles, donc un élargissement du champ d'application, puisqu'aujourd'hui, ce règlement était applicable uniquement aux véhicules lourds de plus de 3,5 tonnes et que demain, entreront dans le champ d'application les véhicules utilitaires légers. Sachant que la concurrence par ces véhicules utilitaires légers est un sujet aujourd'hui assez prégnant. Le deuxième sujet sur lequel le texte a apporté des avancées, c'est sur les périodes de repos en fait des conducteurs. D'abord, symboliquement, et même si la jurisprudence communautaire avait déjà plus ou moins posé le principe qui était contesté par un certain nombre d'États membres, il est clairement affiché aujourd'hui que les conducteurs ne peuvent pas prendre leur repos hebdomadaire normal. Donc, ce qu'on appelle un repos hebdomadaire normal, c'est un repos long, enfin plus long que le repos hebdomadaire réduit, donc c'est un repos de 45 heures. Et donc, le texte a clairement précisé que ces conducteurs ne pouvaient pas dormir dans leur véhicule pendant ce repos hebdomadaire normal. Donc, il pèsera sur l'employeur l'obligation de faire dormir son salarié ailleurs que dans son véhicule. Toujours sur le sujet des repos hebdomadaires, le règlement a ouvert la possibilité d'organiser le travail du conducteur pour qu'il puisse prendre 2 repos hebdomadaires réduits d'affilée. Donc, le repos hebdomadaire réduit, c'est un repos de 24 heures, donc qui est quand même beaucoup plus court. Jusqu'ici, il y avait une alternance stricte entre repos hebdomadaire normal et repos hebdomadaire réduit. Donc, le règlement autorise la prise de 2 repos hebdomadaires réduits d'affilée, mais uniquement sur des trajets internationaux et avec une obligation ensuite d'un repos hebdomadaire normal du salarié à son domicile et puis un dispositif de compensation horaire. Et puis le dernier point sur ce texte-là, c'est que le texte a imposé à l'employeur de permettre à son conducteur de rentrer au minimum toutes les 4 semaines à son domicile. Donc ça, c'est une obligation nouvelle et qui permet effectivement de préserver les droits des conducteurs et de lutter contre des situations où les entreprises laissent les conducteurs loin de chez eux pendant des semaines et des semaines. Donc ça, c'est pour le volet temps de conduite. Ensuite, le deuxième volet social, c'est sur la lex specialis, donc c'est la directive sur le détachement. Donc, en fait, en 2017, lorsqu'il y avait eu les discussions sur la révision de la directive initiale de 96 sur le détachement, il y avait eu un accord politique qui avait été conclu et par lequel il avait été décidé de renvoyer à des négociations spécifiques le cas du transport routier pour tenir compte de la spécificité des travailleurs hautement mobiles. Et donc, c'est dans ce cadre-là que les discussions ont été menées. Donc, le texte sur le détachement, donc la lex specialis, pose du coup une règle claire qui jusqu'ici n'était pas partagée par l'ensemble des États membres, qui est que les conducteurs routiers sont bien soumis aux règles du détachement, comme tous les autres salariés, y compris, et Sylvie André y reviendra, lorsqu'ils font du cabotage, puisqu'il y a déjà des questions sur ce sujet-là.
Les règles du détachement s'appliquent bien au transport routier de marchandises et de voyageurs dans le cadre des prestations de services internationales. Alors, le texte prévoit quelques exemptions. Donc, la première, c'est que le détachement n'est pas applicable lorsque le salarié est en transit, c'est-à-dire quand il traverse un État membre sans s'y arrêter pour aucune opération ni de chargement ni de déchargement. Et par ailleurs, le texte a prévu certaines dérogations, notamment dans le cadre des transports bilatéraux, c'est-à-dire lorsque le conducteur effectue une opération de transport uniquement d'un point A vers un point B. Dans ce cas-là, il n'est pas soumis aux règles du détachement. Et le texte est venu par ailleurs préciser que cette exemption ne serait applicable que dès lors que les véhicules seraient équipés de tachygraphes adaptés, c'est-à-dire à partir de février 2022, des tachygraphes qui permettent d'enregistrer le passage des frontières manuellement. Et ensuite, quand ils seront développés, ces exemptions ne seront applicables que dès lors que le conducteur a dans son camion un tachygraphe à enregistrement automatique des frontières. Donc qui est prévu pour août 2023, l'obligation d'équipement. Voilà, dernier aspect avant de céder la parole à Sylvie André. Dans cette directive sur le détachement, il y a un certain nombre de dispositions qui visent à faciliter les contrôles, parce que évidemment, la grosse difficulté sur ce texte-là, c'est de permettre le contrôle effectif de l'application des règles du détachement. Du coup, dans cette directive, il y a une énumération des documents que les conducteurs devront obligatoirement détenir à bord de leur véhicule, notamment une copie de la déclaration de détachement et les enregistrements tachygraphes. Et puis, le texte prévoit aussi une obligation pour l'entreprise de transmettre des documents complémentaires à la demande de l'État membre qui effectue le contrôle sous un délai de 8 semaines, et notamment dans ce cadre-là, de transmettre toutes les informations sur le travail du conducteur, donc son contrat de travail, ses relevés d'heures de travail et les preuves de paiement du salaire. Et la directive prévoit une coopération administrative entre les États membres de manière à faciliter les échanges d'informations, donc les contrôles qui pourront être mis en œuvre dans les différents États membres. Voilà, donc je vais laisser la parole à Sylvie André sur le volet accès au marché, accès à la profession, et puis sur la question spécifique des contrôles. Merci Élise, j'espère que vous m'entendez. Voilà, donc en ce qui concerne l'accès à la profession, un des principaux axes des discussions pour les autorités françaises était en fait la lutte contre les entreprises boîtes à lettres. On le sait, c'est un phénomène largement développé et donc plusieurs dispositions ont été introduites dans le cadre du paquet mobilité pour favoriser cette lutte. Alors parmi ces mesures nouvelles, il y a tout d'abord une obligation faite aux employeurs d'organiser le travail des conducteurs pour permettre un retour du véhicule toutes les 8 semaines dans le pays d'établissement. Donc, bon, l'objectif, hein, c'est de renforcer cette notion de critères d'établissement qui fait partie des 4 critères d'accès à la profession du transport routier. Ensuite, on a un certain nombre de mesures qui permettent de renforcer les informations figurant dans les registres nationaux des entreprises de transport qui seront accessibles aux forces de contrôle des différents États membres. Ça comprend notamment des informations sur l'entreprise, sur ses effectifs, sur un certain nombre d'éléments sur ses installations, etc. Mais ça comprend aussi, et c'est une avancée importante dans le cadre de ce paquet mobilité, des informations sur les immatriculations des véhicules qui sont exploités par les entreprises.
Donc, les registres nationaux devront être complétés de ces éléments-là qui y figurent aujourd'hui de façon très rare. Il y a quelques États membres qui ont ces informations et en tout cas, elles ne sont pas accessibles aux forces de contrôle des autres États membres. L'autre point aussi en matière d'accès à la profession, Élise l'a dit tout à l'heure, il y a une très forte concurrence sur le transport routier par véhicule léger. Bon, c'est vrai que c'est un point que la France avait pointé dès le début, même en amont des discussions, lorsque la Commission avait établi ses travaux préparatoires. Et donc, il y a quand même plusieurs avancées sur le champ des véhicules utilitaires légers pour mieux contrôler leur utilisation. Et donc, dans le cadre du paquet mobilité, des règles sont mises en place pour accéder à la profession pour exploiter des véhicules de plus de 2,5 tonnes. Règles d'accès à la profession qui sont les règles classiques de règles d'établissement, règles de capacité professionnelle, règles de capacité financière et règles d'honorabilité pour les entreprises et leurs gestionnaires. Alors en fait, cette réglementation en France, elle n'est pas nouvelle puisque elle existe depuis 2007 dans la réglementation nationale, mais c'est une véritable avancée que de pouvoir avoir ce type de disposition au sein de l'espace communautaire. Voilà les principales mesures qui ont été, qui font partie du compromis en matière d'accès à la profession. Donc, essentiellement, lutte contre les entreprises boîtes aux lettres et également lutte contre la concurrence on va dire déséquilibrée en matière d'exploitation de petits véhicules de moins de 3,5 tonnes. Un autre point des discussions très sensibles qui a fait l'objet des derniers sujets de compromis les plus délicats et les plus sensibles entre les différents États membres. Donc, c'est les conditions d'accès au marché. Et en la matière, la question du cabotage a été un sujet de débat très âpre entre les différents États membres. Alors, pour répondre à la question posée tout à l'heure, qu'est-ce que le cabotage? Eh bien, le cabotage, en fait, consiste en fait à réaliser une opération de transport routier sur le territoire d'un État membre, mais par une entreprise qui n'est pas établie dans cet État membre. Alors, ces opérations sont autorisées en nombre limité. Donc aujourd'hui, dans la réglementation actuelle, donc avant la mise en place à venir donc des nouvelles règles, donc le cabotage n'est possible qu'après une opération internationale de transport routier, après le dernier déchargement. À partir de ce moment, le véhicule peut réaliser en fait 3 opérations de cabotage, donc sur le territoire d'un État membre, pendant une période de 7 jours. Et ensuite, le véhicule doit ressortir du territoire de cet État membre. Et le phénomène constaté était celui d'un cabotage opéré de façon systématique, en dépit des règles. Et pour renforcer les règles en la matière et pour lutter contre le cabotage systématique, une période de carence de 4 jours a été introduite dans le cadre de ces nouvelles dispositions.
et donc sera applicable à partir de 2022 pour, en fait, entre deux périodes de cabotage. C'est-à-dire que une entreprise un véhicule ne pourra pas réaliser de nouvelles opérations de cabotage, même si elle a réalisé une opération de transport international entre-temps, sans respecter un délai de 4 jours entre ces deux périodes. C'est un peu compliqué. Si on fait un petit schéma, on comprend tout de suite. Donc en gros, on peut avoir une période de cabotage, réaliser 3 opérations, mais ensuite on est obligé de ressortir du territoire de l'État membre et on ne peut pas y revenir pour faire une opération de cabotage avant 4 jours. Dans la continuité des mesures sur les véhicules de moins de 3,5 tonnes, on a aussi donc la mise en place d'une licence communautaire pour exploiter des véhicules de plus de 2,5 tonnes, et notamment donc pour justifier d'intervention à l'international. Alors, en matière de contrôle, donc ça a été un point très important des discussions parce que au-delà des règles et on va dire du resserrement d'un certain nombre de dispositions, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir assurer la contrôlabilité, si je peux utiliser ce néologisme, des règles. Et dans le cadre de ces discussions, de nombreuses dispositions en fait pourront bénéficier d'un nouveau tachygraphe, donc la fameuse boîte noire, en tout cas l'enregistreur, à la fois des indications sur le véhicule et sur le conducteur. Donc, de nouvelles fonctionnalités vont être implémentées dans les tachygraphes. Alors, notamment, c'est très important, un enregistrement automatique des passages de frontières, ce qui sera utile notamment pour contrôler le cabotage, le détachement, et ainsi que d'autres points. La saisie de nouvelles activités, notamment les activités relatives au chargement et déchargement. Donc ça, c'est des éléments qui sont essentiels aussi pour, en matière de détachement, contrôler les opérations additionnelles et bien évidemment pour ce qui concerne le cabotage. Alors, ce qui est important, au-delà de ces fonctionnalités nouvelles sur le tachygraphe, c'est que le calendrier d'équipement des véhicules s'inscrit dans un calendrier accéléré. Aujourd'hui, on est déjà depuis juin 2019, on est sur un tachygraphe intelligent de première génération qui doit équiper les véhicules neufs, mais le calendrier d'équipement pour les véhicules à l'international avec ce tachy de première génération s'étalait jusqu'en 2034. Donc, ce qui évidemment permet au marché des évolutions conséquentes et limite les capacités de contrôle. Donc, l'autre point de discussion sur les outils de contrôle a été, au-delà de l'outil en lui-même, de mettre en place un calendrier accéléré, non seulement d'équipement des véhicules neufs, parce que ça commencera à partir de 2023, mais également de rétrofiter en fait les véhicules en circulation à l'international à échéance de 2025. Donc avec un calendrier qui va permettre d'imposer aux véhicules qui sont dotés des plus anciens équipements de s'équiper progressivement de ces nouveaux tachygraphes.
Alors ensuite, toujours autour du tachygraphe et donc en lien avec la mise en place de la réglementation sociale européenne pour les conducteurs des véhicules de plus de 2,5 tonnes. Donc un équipement en tachygraphe pour les véhicules de plus de 2,5 tonnes circulant à l'international. Donc, ce qui permettra de contrôler les temps de conduite et de repos de ces conducteurs, mais aussi les règles de cabotage, les règles de détachement. Donc, c'est une véritable avancée. Toujours en matière d'outils de contrôle liés au tachygraphe, donc on va avoir en fait aussi une période de contrôle en bord de route beaucoup plus longue. Aujourd'hui, lorsque les forces de contrôle interviennent en bord de route, elles ne peuvent regarder, on va dire, les informations que sur une période de 28 jours et donc constater des infractions sur cette période de 28 jours. Dans le cadre des nouvelles dispositions, on va passer à un calendrier de contrôle qui va permettre d'investiguer une période de 56 jours. Donc, ce qui va permettre de vérifier plus largement les retours des conducteurs à leur base, ce qui va permettre de contrôler aussi les retours des véhicules dans leur pays d'établissement. Donc, beaucoup plus d'informations seront accessibles et donc pourront justifier de constats d'infraction. En termes au-delà des outils, donc il y a aussi également des outils, on va dire, de ciblage vis-à-vis des entreprises, donc notamment la définition d'une méthode de risk rating pour en fait, d'une certaine façon, coter le caractère infractionniste, plus ou moins infractionniste des entreprises, et donc pour permettre aux États membres d'établir des stratégies de contrôle qui seront différenciées et adaptées à ce risk rating. Et enfin, Élise l'a souligné tout à l'heure pour ce qui concerne le détachement, un renforcement de la coopération administrative entre les États membres est prévu avec des délais de réponse en fonction de la nature des demandes qui sont beaucoup plus courts que précédemment et donc qui vont imposer aussi aux États membres pour les éléments qui ne peuvent pas être vérifiés en bord de route et qui doivent faire l'objet d'investigations au sein des entreprises. Donc, les forces de contrôle des différents États membres devront échanger beaucoup plus rapidement les informations utiles pour l'établissement des infractions éventuelles. Voici les principales dispositions. Il y a évidemment beaucoup d'autres éléments plus détaillés. Alors évidemment, toutes ces mesures ne sont pas applicables immédiatement, hein. Certaines sont déjà entrées en application, notamment en matière de réglementation sociale européenne, mais d'autres, la plupart vont entrer en application en février 2022. Et puis, je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, il y a un calendrier pour le nouveau tachygraphe, il y a sur les informations dans les registres, c'est vrai que ça va prendre aussi du temps pour implémenter les outils dans les différents États membres et alimenter les bases de données, mais le mouvement est imprimé, notamment une entrée en vigueur assez conséquente des nouvelles dispositions à partir de février 2022. Voilà ce que je tenais à vous présenter.